Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, merci pour votre fidélité. Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 6 octobre 2011. Bonjour Charles Meyer. Bonjour. Alors nous nous retrouvons pour continuer de parler de votre livre « Les réfugiés palestiniens, otages de la diplomatie », publié aux éditions Hermann. Ce dossier des réfugiés est au cœur de tout règlement du conflit israélo-arabe, même si, comme je l'ai déjà dit, il est laissé de côté par les médias et les responsables politiques. Or, il faut, que ça nous plaise ou pas, voir les choses en face et ne pas se bercer d'illusions. Les Palestiniens ont obtenu de la communauté internationale depuis une vingtaine d'années pratiquement tout ce qu'ils ont demandé. Que ce soit la reconnaissance de l'OLP comme partenaire des négociations malgré son passé terroriste, les accords d'Oslo qui ont obligé Israël à négocier l'avenir des territoires occupés en 1967, et le principe d'un État indépendant qui est reconnu par toute la communauté internationale, y compris les derniers gouvernements israéliens. Donc ils peuvent se dire qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils demandent, et il suffisait d'entendre Mahmoud Abbas lors de son déjà célèbre discours à l'ONU du 23 septembre dernier. Il suffisait d'avoir l'oreille assez fine pour entendre aussi tout ce que nous disent sans arrêt leurs responsables, leurs médias, lorsqu'ils nous disent leur refus de reconnaître Israël comme État-nation du peuple juif. Cela signifie, en filigrane, que ce n'est pas un problème s'il n'y a plus de majorité juive dans ce pays, en cas de retour, entre guillemets, en Israël, de presque de 5 millions des leurs. Or, vous l'aviez dit parfaitement, vous l'avez bien insisté là-dessus, Charles Meyer, ce ne sont pas des réfugiés. Les réfugiés vivants, il y en a entre 50 et 100 000. Les vrais réfugiés, ceux qui sont nés dans le pays, et les autres sont leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Alors, ils ont construit leur identité nationale autour de ce projet. Vous parlez de cette identité réfugiée, comme elle s'était construite en particulier au Liban. Et là, il faut comprendre comment on est arrivé là, quelle est la responsabilité de l'ONU et de son agence l'UNRWA. Alors, moi, j'ai une première question. Est-ce que vous pensez vraiment, Charles Meyer, que pour les Palestiniens, comme l'avait dit Yasser Arafat en 2001, après son rejet des propositions Clinton, donc il n'acceptait pas ce retour entre guillemets, eh bien, il avait dit « Haq al-aouda muqaddas », le droit au retour est sacré, muqaddas, sacré. On ne peut pas renoncer, on ne peut pas faire de compromis. Est-ce que vous croyez qu'ils n'en feront jamais ? Alors, je ne lis pas dans le mar du café, mais en revanche, je peux vous dire que ce droit de retour est d'abord juridiquement sans fondement et sans avenir concret, pour une raison très simple, c'est que c'est impossible. Et j'ajoute que dans des conversations privées, des Palestiniens responsables de haut niveau en conviennent. Ce qui veut dire qu'il s'agit très clairement d'un argument de propagande qui se vend très bien parce que l'opinion publique est mal informée sur le sujet. Mais alors pourquoi ? Est-ce que c'est pour diaboliser Israël en disant voilà, vous avez pris notre place, chaque Israélien a pris la place d'un Palestinien, etc. et donc c'est un conflit qui ne finira jamais ? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus simple qui est de dire ben non, vous allez vous tirer, à la fin vous allez partir, vous nous avez volé notre pays, on va revenir ? C'est exactement ce que vous venez de dire, et je voudrais pour être vraiment bien compris, expliquer le problème juridique. Tout à fait. Juridiquement, il existe dans le monde 2 statuts de réfugiés. Il y a le statut universel, prévu par la Convention de Genève de 1951, à laquelle pratiquement tous les pays ont souscrit, mais qui exclut expressément les Palestiniens de son champ d'application. Et pourquoi ? Sur la demande des États arabes qui, à l'époque, ça s'est fait pratiquement en même temps que la création de l'UNRWA, qui, à l'époque, n'ont pas voulu que les réfugiés palestiniens s'intègrent là où ils étaient. Et c'est d'ailleurs, la dernière fois, je vous avais cité une résolution de la Ligue arabe dans le même sens. Refusant qu'on leur accorde la nationalité Absolument. des pays d'accueil. Alors, à côté, donc, ils sont exclus du régime universel et ils ont ce régime qui est celui de l'UNRWA, où ils bénéficient de quelques avantages, mais qui les maintient
dans le sous-développement culturel, économique, intellectuel. C'est une véritable honte, mais c'est la réalité. Alors, votre livre, je dois le dire pour nos auditeurs, vraiment rentre dans les détails. Il fait vraiment une comparaison. Il dit quelle est la mission finalement des Nations Unies vis-à-vis des réfugiés dans le monde, du Haut Commissariat à la réfugiée, qui est d'aider à leur intégration dans les pays d'accueil et qu'ils doivent avoir des droits pour être L'UNRWA a gravement failli à cette mission d'intégration et elle l'empêche. Et alors il y a une raison très facile à comprendre, c'est qu'en même temps que la population des réfugiés palestiniens croît, le nombre de fonctionnaires de l'UNRWA croît, les budgets s'accroissent et il y a une perte de substance, il y a des détournements de fonds au préjudice des enfants palestiniens qui est assez considérable. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, justement à la page 132, vous donnez des chiffres très intéressants en comparant finalement le nombre de réfugiés concernés, le nombre de personnels de l'ONU impliqués et les budgets annuels en dollars. Parce que, je peux vous le répéter. Donnez-les parce que je peux vous ce qu'on entend, ce sont les plus misérables du monde, ce sont les plus maltraités du monde. J'arrondis pour la bonne compréhension et la simplification. Allez-y, Il y a près de 5 millions de réfugiés palestiniens pour lesquels il y a près de 30 000 fonctionnaires à l'ONU et un budget d'un demi-milliard par an. $2. $2. Pour les 33 millions d'autres réfugiés dans le monde, c'est-à-dire, vous voyez, 5, c'est plus de 6 fois plus. Plus de 6 fois plus, voilà. Il y a 6200 fonctionnaires, c'est-à-dire infiniment moins, et $1 milliard. Voilà. Autrement dit, à la lueur des chiffres que je viens de vous donner, le tiers du budget mondial et 80% des personnels employés pour aider les réfugiés sont consacrés aux seuls réfugiés palestiniens, lesquels ne représentent cependant que 12% des réfugiés dans le monde. Deuxième question, les États arabes, par rapport à leurs frères palestiniens, quel est leur pourcentage d'intervention financière par rapport à d'autres pays? Parce qu'en gros, on dit à les méchants occidentaux et les gentils arabes qui ont protégé leurs frères. Quelle est la réalité des chiffres? Alors, je vais vous dire, tous les chiffres qui sont cités dans ce livre sortent des sites soit de l'UNRWA, soit de l'ONU, donc incontestable, soit même de chiffres de sites palestiniens. Les pays arabes contribuent à hauteur de 2%. 2%. Oui. Y compris les États du Golfe qui sont actuellement les créanciers de tous les pays européens d'ailleurs. Y compris les États du Golfe. Voilà. Donc c'est un scandale. 2% de ce budget. Alors je vais vous dire, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, et pour approcher une solution, il y a aujourd'hui, sur les 650 000 réfugiés d'origine, il y en a peut-être encore 50 000. Enfin, c'est une évaluation habituelle. Il y a encore 50 000 réfugiés qui sont véritablement des réfugiés. Qui sont nés dans le pays, qui ont dû être déplacés. Cela, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont négociables en termes d'indemnisation ou par différents moyens. Et qui pourraient finir leur vie dans le pays de naissance. Les autres doivent bénéficier du statut universel et être considérés comme des réfugiés universels, c'est-à-dire avec des droits d'intégration dans le pays d'accueil. Je rappelle à cet égard qu'à côté des 650 000 réfugiés palestiniens, il y a eu 650 000 réfugiés juifs dans les pays arabes qui ont dû quitter leur maison, leur travail, leur pays, où d'ailleurs ils étaient, pour beaucoup, présents antérieurement à la conquête de l'islam. Absolument. Nous avons évoqué d'ailleurs ce sujet autour d'un livre que je veux rendre hommage, mais qui n'avait pas eu tout le même angle de vue. C'était Palestiniens, séfarades et réfugiés échangés de mon ami Jean-Pierre Allali. Mais là, l'originalité, c'est que vraiment vous êtes allé vraiment aux sources documentaires que vous avez, et vos chiffres sont, comme vous dites, incontestables dans la mesure où vous êtes allé sur les sites des Nations Unies et de l'UNRWA. Nous n'avons, Philippe et moi, utilisé que des sources officielles. Alors, il y a
un petit dernier point aussi, je vous dis, votre livre fourmille vraiment d'informations. Je dirais en à peu près 150 pages, on y apprend énormément de choses. Moi, c'est un dernier point que je voudrais donner un peu en conclusion de cette deuxième moitié d'émission, parce que vous disiez finalement ils ont été maltraités par tout le monde, mais y compris par l'autorité palestinienne. Et ce que j'ai appris, c'est que les réfugiés qui sont actuellement le tiers de la population arabe de Judée-Samarie, donc qui dépend directement de l'autorité palestinienne. Eh bien, l'autorité palestinienne a refusé de les aider dans ces programmes de développement. Or, il y a eu des sommes énormes qui sont venues en aide européenne, et qui américaine. sont détournées. Et elle n'est absolument pas aidée. Les camps ont été conservés exactement pour donner une gestion discriminatoire. Les fonds sont détournés, c'est un véritable scandale. Ils sont détournés au détriment des enfants palestiniens. Et sur ce que vous venez de dire, je voudrais ajouter un petit mot. C'est que Mahmoud Abbas a déclaré récemment que la nationalité palestinienne ne serait pas accordée aux réfugiés qui sont en Judée, en Samarie. Donc c'est vraiment une arme de guerre. C'est clairement une arme de guerre, je dirais même une arme de destruction. Alors, vous savez, on avait parlé des guerres gagnées par Israël et la guerre des médias qu'il a clairement perdue. Non. Israël est en difficulté, mais je suis convaincu qu'ils surmonteront cette difficulté comme les précédentes. En termes aussi, excusez-moi de faire ces petites incidentes, mais en termes souvent d'amateurisme, de manque d'empathie, nous sommes bien d'accord, de manque de diplomatie, de façon de s'exprimer par rapport aux journalistes, je crois que malheureusement ils ont des choses aussi à apprendre. Vous savez donc au niveau médiatique l'importance symbolique qu'a pris Gaza. Gaza depuis la guerre donc de l'hiver 2009. Gaza qu'on nous présente comme un immense, le plus grand camp de prisonniers à ciel ouvert, etc., etc. Et moi ce que j'aimerais simplement, c'est que on parle des réfugiés de Gaza, parce que là, contrairement à la Judée-Samarie, la majorité des habitants sont des descendants de réfugiés. Des réfugiés, voilà, au sens prétendus réfugiés. Voilà, au sens de l'UNRWA, dont les familles sont originaires d'ailleurs du sud d'Israël, vers Ashdod, Ashkelon, le désert du Negev. Ou d'ailleurs. Voilà. Et eux, si vous voulez, la moitié de ces réfugiés vivent dans des camps, les autres vivent dans des villes, à Gaza City ou ailleurs, mais ils ont surtout une croissance démographique qui est une des plus élevées du monde, qui est quand même de 3,4% par an, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une population d'1,5 million d'habitants. Or, quelle est leur situation socio-économique ? Que sont devenus les milliards de dollars d'aide internationale qui étaient prévus ? Alors, l'aide internationale, elle continue d'affluer et elle est détournée. Elle est détournée alors que à Gaza, lorsque Gaza a été abandonné par Sharon, qui était Premier ministre, c'était avec l'idée que ça puisse être un embryon d'État, un embryon d'État. Il n'en a rien été. C'est actuellement un terrain où se développe le terrorisme, où se développe la haine, et en particulier dans les camps, mais c'est vrai aussi en Judée et en Samarie, ce que je trouve une tragédie humaine terrible, c'est que les enfants sont éduqués dans le mépris et dans la haine. Donc, dans des camps, excusez-moi, Monsieur Meyer, dans des camps gérés par l'UNRWA, qui est l'United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Il y a une complicité grave de l'UNRWA dans les modalités d'enseignement aux enfants. Car lorsqu'on enseigne le mépris et la haine à des enfants, lorsqu'on pollue leur âme par la haine, c'est une manière de perpétuer le conflit à la génération suivante. Et c'est impardonnable. Et vous donnez des références, des exemples aussi très très précis. Bon, tout le monde a en mémoire, par exemple, le fait qu'on ne puisse pas enseigner la Shoah aux enfants palestiniens. Notamment, mais c'est une petite chose. Je ne dirais pas que c'est une petite chose, mais je dirais le fait de refuser un fait historique et le fait de reconstruire l'histoire d'une manière totalement falsifiée, mais c'est tout à fait significatif du fait qu'à Gaza,
peut-être un peu moins, mais il n'y a pas une énorme différence en Judée et en Samarie. Il y a une volonté de ne pas accepter qu'existe un État juif sur la terre d'Israël. Tout à fait. Alors, on va venir un petit peu donc au nœud de ce conflit, je dirais, qui est inextricable, parce que aujourd'hui, bon, il y a deux discours. Il y a le discours du Hamas qui est franc. Ils ont une charte, ils ont un programme, c'est l'éradication de l'État d'Israël et de la chrétienté. Voilà. Et puis la charte est une incitation à la haine et éventuellement au meurtre, non seulement des Juifs, mais aussi des chrétiens. Tout à fait. Il faut le répéter. Il faut le dire et le répéter. Et puis c'est les Juifs en général, ça dépasse Israël. Et puis c'est un État, la fondation d'un État islamique fondé sur la charia. Donc c'est très clair. Mais parlons maintenant de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne dit non. Il y a plusieurs dossiers. Il y a le dossier des réfugiés. Et là, moi, je m'appuie sur la légalité internationale. Il y a le droit au retour. Il est réclamé par la Charte des Nations Unies et il est réclamé par une décision spécifique, la résolution 194 de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, question précise, est-ce que pour d'autres conflits, il y a des précédents à cette exigence du retour, donc des conflits dans le monde où il y a eu des réfugiés? Et puis, que dit précisément la résolution 194 des Nations Unies? Alors, très clairement, il y a une revendication au retour, mais il n'y a pas de droit au retour en termes de droit international public. La résolution 194, d'ailleurs comme toutes les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, n'a pas de pouvoir de coercition, ne peut pas imposer à un État une mesure. Par conséquent, déjà cette première observation vide l'argumentation autour de l'article 194, de la résolution 194 de toute substance. Mais quand on lit le texte, on se rend compte qu'il n'y a pas de droit au retour, il y a simplement une incitation à trouver des solutions, et des solutions variées, de même que toutes les décisions ultérieures, notamment les accords d'Oslo, ne mentionne pas non plus de droit au retour. Il y a une revendication, mais sur le plan du droit, il faut beaucoup de temps pour entrer dans le détail. En tout cas, Charles, je dois dire que votre livre donne le texte. C'est ça qui est important, parce qu'on va être assailli par la propagande. Il donne le texte, et non seulement il donne le texte, mais il donne l'analyse juridique, fondée non pas sur mon opinion, sur ma seule opinion, car je ne suis pas un spécialiste du droit international public, mais fondé sur des opinions multiples de grands professeurs de droit international public au monde qui s'expriment sur le sujet. La solution, il faut bien y penser, parce que c'est bien d'analyser les raisons, d'analyser les arguments juridiques. La solution, je vais vous dire, la solution, elle est que les réfugiés palestiniens sortent de l'humiliation d'un statut de sous-homme sans droit pour recouvrer les droits universels du réfugié qui leur permettent de se réinsérer comme les réfugiés juifs des pays arabes qui n'ont bénéficié d'aucune aide, d'aucune UNRWA et qui partout où ils sont arrivés ont participé à l'essor économique, social, culturel. Aussi bien de la France que des États-Unis que de l'État d'Israël. Absolument. Avant de rentrer un peu dans le détail sur la solution donc, de ce problème, je voudrais quand même qu'on reste là-dessus parce que vous avez de vous donner dans votre livre, disons, des extraits de toutes les résolutions du Conseil de sécurité, la 242, la 333, les traités de paix entre Israël et l'Égypte et la Jordanie, Israël et l'autorité palestinienne, les accords d'Oslo. Il n'a jamais été dit tout le monde va être intégré. Tout le monde va revenir, il n'y a pas de droit au retour, ça n'a jamais été accepté là-dessus. De plus, la 4e génération. Mais voilà. Depuis que le livre a été écrit, il y a au moins 100 000 réfugiés en plus. Voilà. Mais au moment où je vous parle, naissent des enfants qui Absolument. sont étiquetés réfugiés. Tout à fait. Mais moi, ma question, Charles Meyer, elle est simple. Pourquoi est-ce que les grandes puissances ne tordent pas définitivement le cou à cette affaire en disant non, stop, là-dessus, vous n'obtiendrez pas satisfaction, ce n'est pas une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la 194 n'est pas applicable. Même les États-Unis ne le disent pas.
Même M. Sarkozy ne le dit pas. Et pourtant, c'est fondamental. Si vous voulez, il faudrait savoir pour quelles raisons ils ne le disent pas. Mais en tout cas, ils le savent. Et je rappelle que l'État d'Israël a une surface équivalente à 2 départements français. 2 départements français. Et presque 8 millions d'habitants déjà. Et il y a 7,5 millions d'habitants. Donc il y a clairement même pas de place. Absolument. En plus, ces prétendus réfugiés ne sont pas des réfugiés, ils sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits. Et surtout, ils ont été éduqués avec l'intention de détruire l'État juif. On leur a dit, ce sont des voleurs qui ont gâché la vie de vos familles, donc ils viennent pour se venger. Nous sommes tout à fait d'accord. S'ils viennent s'installer, c'est pour le détruire. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, Charles Meyer, votre livre donc se conclut par des propositions précises. Je vais essayer de les résumer. Donc, dissolution de l'UNRWA, intégration des réfugiés donc de 2e, 3e et 4e génération. Pour ceux qui vivent dans le territoire du futur État palestinien, c'est clair, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Rapatriement d'une partie des descendants de réfugiés dans cet État, mais il n'y aura pas forcément la place non plus, donc vous dites à peu près 700 000 personnes pourront venir. Officieusement, Mahmoud Abbas a demandé qu'Israël prenne 100 000 réfugiés. C'est documenté, c'est un point connu. Alors, on est là dans le domaine de quelque chose qui est négociable. Oui, donc, mais 100 000 bien sûr. Face à 5 millions, on est dans le domaine du négociable. C'est pas du tout pareil. Moi, j'ai une question, toute dernière question. Nous arrivons au terme de l'émission. Ce que vous dites paraît simple, paraît séduisant. Est-ce que vous en avez discuté avec des diplomates, des journalistes, des hommes politiques français? Qu'est-ce qu'ils vous disent en une minute? Je vais vous dire, personne ne peut contester la discrimination physique, économique, culturelle, morale. Personne ne peut contester les mauvais traitements et personne ne peut dire qu'ils sont l'objet de mauvais traitements ailleurs que dans les pays qui sont les pays arabes. Et personne ne peut dire le contraire. Et la responsabilité des organisations internationales, elle est évidemment considérable, ce qui est le titre du livre. Absolument. Merci encore. Je rappelle une dernière fois donc le titre de votre livre, Réfugiés palestiniens, otages de la diplomatie, de Charles Meyer et Philippe Jusa. Merci Charles Meyer. Merci à mes auditeurs pour nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.